Bonjour les Itata, très heureux de vous retrouver pour une émission spéciale consacrée à un événement que la Martinique a vécu depuis 10 jours et qu'elle vit encore d'ailleurs, la Transat Jacques Vabre, la première arrivée, une arrivée inédite à Fort-de-France. Avec nous un plateau prestigieux, nous avons avec nous Caroline Caron, vous êtes directrice de l'association Transat Jacques Vabre, organisatrice de l'événement. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Caroline. Jean Trudeau, qui est membre de l'association Martinique Transat, qu'on connaît comme conseiller technique et consultant autour de retransmission du Tour des Yoles en Martinique. Mais là, en l'occurrence, vous êtes là au titre de Martinique Transat en tant que conseiller technique de l'association. C'est bien ça, Jean? Tout à fait. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jean. Celles et ceux qui nous regardent. Damien de Longueville, président de l'association Martinique Transat. Vous êtes un petit peu celui, parmi d'autres, grâce auquel cette transat est arrivée à Fort-de-France. Et on l'espère pour 2 éditions encore. On l'espère. Merci. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Damien. Et puis François Balthus-Languedoc, qu'on connaît bien à la télévision martiniquaise en général, directeur du comité martiniquais du tourisme et partenaire actif de l'événement Transat Jacques Vabre. Bonsoir François. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices. Alors, on va faire un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé depuis à peu près 6 semaines, on va dire, avec ce village départ de la Transat au Havre. Mais d'abord, Caroline Caron, il y a à peine un an, vous ne saviez pas vous-même que la Transat arriverait à Fort-de-France. C'est correct Jean-Marc, c'est correct. On a lancé un appel à candidature donc, pour les Itata que je salue et qui ne connaissent pas forcément toute l'histoire de la Transat Jacques Vabre. C'est vrai que c'est une course historique qui date de 1993 et qui relie traditionnellement la ville du Havre à une destination d'Amérique du Sud, la Caraïbe, avec une histoire liée au café. Et par rapport à ça, on a décidé pour 2021 d'avoir une destination qui sorte de l'ordinaire, qui soit en lien avec nos valeurs, qui soit en lien avec ce qu'on voulait faire de l'événement, c'est-à-dire un événement utile qui inspire, rassemble, transmet, engage autour de la voile et de ses valeurs. Et à partir de là, on a commencé à regarder et on a reçu une candidature non traditionnelle, donc pas d'Amérique du Sud, mais de la Martinique. Et donc, Damien de Longueville, c'est vous qui avez soumis cette candidature à l'association Martinique, non pas encore Martinique Transat Jacques Vabre, et que vous avez présenté la candidature de la Martinique pour accueillir cette transat. Oui, c'est ça. On avait organisé les Barrets de l'Aïeul au Diamant en 2020. J'oublie maintenant avec le Covid qui est passé entre les deux. Donc, pour faire la promotion de l'inscription de l'Aïeul au patrimoine de l'UNESCO. Et donc, il y a un certain nombre de skippers qui étaient venus à la Martinique. Donc ça m'a donné en effet des contacts avec ce monde de la course au large que je connaissais assez peu, à vrai dire. Et Gilles Lamiré, dont on avait déjà parlé, qui a gagné la Transat il y a 2 ans. Qui connaît bien la Martinique, qui a vécu à la Martinique pendant 10 ans. M'a en effet parlé au mois d'octobre de, selon lui, l'intérêt que pourrait représenter une candidature de la Martinique pour accueillir la Transat. Oui. Alors on précise que vous êtes directeur de Monsieur Bricolage, vous êtes aussi membre du groupe Bernard Ayotte, et que vous avez voulu apporter en fait une contribution privée à cet événement. Oui, en fait, quand on a démarré, on a regardé, dans le cadre du dossier de candidature, comment fonctionnait l'association Transat Jacques Vabre, en se disant que on voulait proposer une organisation qui soit une sorte de miroir de la leur. Et l'association Transat Jacques Vabre, c'est une association publique-privée qui a fait ses preuves, puisqu'elle fonctionne depuis longtemps, et qui regroupe la mairie du Havre et le groupe JDE, qui est la maison mère, si on peut dire, de la marque Jacques Vabre, plus la région Normandie. Donc ce sont des entités, une collectivité régionale, une mairie et un groupe privé. Et on a pensé, et je crois que c'était une bonne idée, qu'il était important avec cette organisation, de les mettre aussi en confiance. La mairie du Havre est très contente d'avoir dans l'association avec laquelle elle travaille la mairie de Fort-de-France, la région Normandie l'est pour la collectivité à travers le comité martiniquais du tourisme. JDE Coffee, je pense, est content aussi que GBH, groupe privé, soit impliqué dans cette organisation. François Balthus-Languedoc, vous représentez le comité martiniquais du tourisme.
À quel moment est-ce que le CMT intervient dans ce dossier? Parce que vous n'étiez pas à l'origine du projet, et vous intervenez à quel moment? Eh bien, quand Damien, justement, a eu vent, en fait, de cette possibilité de proposer la candidature de la Martinique, il est évidemment venu nous voir pour nous demander si nous étions intéressés. Et évidemment, la présidente de l'ancienne mandature a tout de suite dit oui. Et du coup, avec cet accord de principe, il a Donc, pu Karine vraiment, Mousseau, en l'occurrence, donc c'est Karine Mousseau, il a pu effectivement soumettre donc la candidature en y associant la collectivité de Martinique à travers son satellite, le CMT. Est-ce que le CMT a tout de suite cru à l'événement, cru à cette possibilité d'organiser un tel événement? Tout de suite, c'était une évidence pour nous. Vous savez, la promotion de la Martinique, elle est diverse. Hein, donc, nous recherchons toujours des opportunités de communiquer et de montrer que la Martinique, elle peut proposer aussi bien des événements sportifs que des plages et des cocotiers, donc et une montagne pelée, etc. Voilà, exactement. Donc, on est toujours en train de rechercher du contenu qui va valoriser le territoire. Et puis Jean Trudeau qui est intervenu assez tôt, hein, Damien, dans le rôle qu'a joué l'association Martinique Transat dans la venue de l'événement à la Martinique. Jean, vous êtes un fin connaisseur du nautisme, de la voile particulièrement, et vous avez été sollicité dès le mois de novembre 2020, je crois. Oui, dès le mois de novembre 2020, difficile de ne pas y croire. Si vous voulez, ça s'est passé lorsque Damien m'a appelé, nous avions déjà travaillé sur les barils de l'Aïeul, avec beaucoup de succès. Et lorsque le responsable technique, donc en l'occurrence Francis Logoff, le directeur de course, est venu, et ce qui m'a frappé dans sa réflexion, on a fait un petit peu le tour avec lui, un peu de bathymétrie, on a même fait le parcours en temps réel pour voir l'arrivée. Il a dit la chose suivante: je suis mandaté par l'organisation afin de voir si ça peut se passer. En ce qui me concerne, si on me demandait mon avis à moi, ce serait oui. Donc tout de suite, j'ai pensé que ça allait se faire. Je sais que Damien mettait les choses en place, je ne connaissais pas encore Caroline, et je pense que lorsque l'organisation a vu le genre de personnes, ce qui est intéressant, c'est que nous n'étions pas nombreux. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent, parce que souvent, on est très nombreux dans les organisations en Martinique. Moi, j'ai rencontré un monsieur, je le cite, qui s'appelle Guy de Moussac, que je ne connaissais nullement, mais nous étions deux voileux. Lorsque nous avons vu le commandant du port, tout de suite, il a adhéré avec nous, c'est un voileux. Le directeur de la mer, c'est un voileux. Donc, tout de suite, nous avons été en phase. Passionné de voile, on va dire. Passionné de la voile. Passionné de voileux pour tout le monde, c'est des gens qui aiment la voile, qui pratiquent. Donc ça a fait qu'il y a une espèce d'osmose et nous avons travaillé sur des sujets extrêmement difficiles, la gestion de la mer, comment on va faire. La référence en Martinique en matière d'organisation, c'est le tour Griol, qui, passez-moi l'expression, est un petit peu difficile, ingérable. Mais la direction de la mer a tout de suite pris à charge tous les corps d'État, gendarmerie, marine, souvent des services qui ne travaillent généralement pas ensemble, pour s'assurer de cette partie, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de dire que nous avons la plus belle baie du monde, qu'on va arriver là, il s'agissait de gérer cette baie avec des bateaux qui vont à 40 nœuds et puis d'autres bateaux qui vont moins vite. Et je dis toujours, depuis le début, vous savez, on aura 40 nœuds, bon, les types ils vont vite, ils passent, vous avez à peine le temps de les voir. Imaginez-vous que vous avez plusieurs IMOCA qui arrivent avec des classes 40 qui sont des bateaux moins rapides. Donc on a cette partie de la baie qu'on doit sécuriser, faire que ça se passe bien, que les bateaux arrivent dans de bonnes conditions. Alors on a défini tout, je vous passe les détails, mais ça a été pour moi une aventure extraordinaire de travailler avec des gens, avec Yann Chateau, qui est l'adjoint de Francis Logoff, qui est revenu quelques mois après, parce que lorsque vous mettez une machine en route, il ne s'agit pas de la laisser aller et d'attendre novembre pour voir que tout se passait bien. Et les quelques personnes que nous avons pu contacter sur des sujets divers et variés, comme les marins pêcheurs et tout, les gens avec un peu de difficulté au début parce qu'ils n'y croyaient pas vraiment. Lorsqu'on dit on aura cette course importante, bon, ils ont vu des courses, ils ont vu le Vendée Globe à la télé, sur YouTube, ils se disent mais comment ils vont faire? La question, et je terminerai sur ça, la question qui m'a été posée souvent, vous avez 75 bateaux, où est-ce que vous allez les mettre? C'était la grande question que le public se posait. Il y en avait même 79. Je dis 75, 79. Et la réponse pour moi était simple, je le dis toujours en rigolant. On m'a dit mais non, je ne peux pas leur dire, mais je le dis, on va construire une marina éphémère. Et le terme marina éphémère a été, je crois, porté par Damien de Longueville au Guy de Moussac. Ce terme-là est venu tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va transformer le Malécon? Où on va les mettre? Le front de mer, Jean, le front de mer. Le Malécon est à Cuba. Le Malécon est un concept. Non, c'est vrai qu'on l'appelle beaucoup comme ça. Le Malécon, c'est un concept, disons, le front de mer. Donc, expliquer aux gens que ça va devenir un endroit où les bateaux vont se mettre. Ouais. Alors, on va y revenir. On va regarder justement ce fameux parcours inédit, Caroline, hein, ce parcours qui relie la Martinique au Havre. On regarde le parcours et puis on revient ensuite.
4 catégories de bateaux mettront le cap sur la Martinique. Multicoque, monocoque, bateaux volants ou pas, tous s'élanceront le 7 novembre. Les ultimes, les plus rapides, auront un parcours rallongé dans l'Atlantique Sud avant de remonter vers la Martinique. Pas sûr qu'ils arrivent avant les autres. C'est pas fait pour qu'on arrive les premiers et c'était plutôt, je trouve, intelligent et bien de l'organisateur de vouloir harmoniser nos arrivées. Autre multicoque, les Ocean 50. Ils sont 2 fois plus petits, 15 mètres de long et plus instables. C'est des bateaux qui accélèrent hyper vite, où l'erreur n'est pas permise, c'est-à-dire qu'un monocoque a le droit de partir au tard, il a le droit de se coucher sur l'eau et il reviendra. Nous on peut pas, si on fait ça on chavire. Donc c'est game over, plus des gros soucis derrière. Eux, ce sont les IMOCA, des monocoques de 18 mètres taillés pour le tour du monde. C'est pas parce que j'ai gagné le Vendée Globe que je suis champion du monde hors catégorie. J'ai encore beaucoup à apprendre. Ça fait plaisir de naviguer contre tous ces projets et de savoir où on en est, de se resituer, de se remettre en jeu, de se remettre en question. Autre monocoque, les classes 40. Jamais ils n'ont été aussi nombreux au Havre. Ils sont 45. Nous, on est les bateaux les plus simples et les plus petits. Je pense qu'il y a une quinzaine de bateaux là, qui peuvent prétendre gagner ou être sur le podium. En coulisses, un océan de solutions. Les organisateurs de la Transat Jacques Vabre réunissent les parties prenantes de la course au large pour des événements plus responsables, dès maintenant. Alors Caroline, c'est peut-être Francis Le Goff qui aurait pu répondre à la question sur le parcours, mais vous êtes directrice de l'association. Ce choix de parcours qui est extrêmement long, on va l'entendre à travers les réactions des skippers, et surtout cette volonté en fait d'équilibrer le parcours entre les ultimes qui sont les géants de la mer et puis les plus petits, en l'occurrence les classes 40. Comment est-ce que ça se gère au départ quand on décide de mettre le cap sur la Martinique? Bien sûr, en fait, déjà avec Francis, on est vraiment un duo. Donc c'est vrai que les décisions, on les prend ensemble, on s'écoute, il y a une vraie ouverture d'esprit, il y a une vraie complicité dans la décision. Et par rapport à cette décision de parcours, c'est vrai que c'est compliqué en même temps de mettre des bateaux qui sont ultra performants, vous parliez des ultimes, et une classe qui sont la classe 40, qui est composée de marins très performants, mais peut-être avec une notion amateur un peu plus poussée. À partir de là, il faut pouvoir expliquer ces différences au grand public. C'est très important. Les passionnés de voile le savent. Ils savent que la Transat Jacques Vabre, c'est 4 classes, qu'il y a les ultimes, qu'il y a les IMOCA, la classe du Vendée Globe, qu'il y a les multi 50, qu'il y a les classes 40. Mais bon, une fois que vous avez dit ça, comment est-ce qu'on fait pour augmenter la lisibilité de l'événement? Et on s'est dit que cette notion de parcours où chaque classe pourrait vraiment se battre contre ses adversaires, mais dans son écosystème propre, permettrait d'augmenter cette lisibilité. Et ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est que si vous faites le même parcours avec des ultimes qui vont mettre 15 jours et un classe 40, là, qui si vont on avait jusqu'à fait le même... 40 nœuds, comme le disait Jean Trudeau. Voilà. Mais là, imaginez si on avait fait le même parcours pour les classes 40. Le premier classe 40, moi, je pense qu'on pouvait lui souhaiter Joyeux Noël tous ensemble, le 24 décembre, parce qu'il aurait mis un temps considérable. Oui. Et en termes d'intérêt médiatique, c'est super compliqué. Pour l'intérêt aussi, pour les Martiniquais, pour le village, 10 jours de médiatisation intense, tout le monde peut le suivre. 1 mois et demi de médiatisation, l'intérêt à un moment s'essouffle et les histoires se perdent. Jean Trudeau, en tant que spécialiste, en tant que voileux, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, ce parcours, c'est un parcours extraordinaire parce qu'on a l'impression que traverser l'Atlantique, c'est juste partir du littoral de la France hexagonale et puis arriver dans la Caraïbe et sur la côte martiniquaise, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe. L'originalité de ce type de parcours a fait que tout le monde partait ensemble. Parce qu'on parle beaucoup de parcours différents, ils partaient ensemble et à peu près jusqu'au golfe de Gascogne, ils étaient ensemble. C'est là que les différences se font. Alors lorsque vous tombez dans une zone déventée, on dit chez nous en calme-sigré, ceux qui vont vite en sortent beaucoup plus vite. Les ultimes sont sortis relativement rapidement de cette zone. Ouais. Les classes 40 qui vont moins vite, eh bien, ils sont restés englués, ils ont pour certains dû jeter l'encre pour ne pas faire marche arrière. Donc c'est toutes ces originalités qui font qu'on a pu expliquer jour après jour au grand public la différence, parce que tout le monde était calqué sur des bateaux qui vont vite. Mais ils oublient que la plus grosse partie de la flotte, c'est des bateaux qui ne vont pas vite, pour dire simplement. Et je crois que les gens, malheureusement, les événements ont fait qu'on n'a pas pu communiquer tout le temps correctement, mais on a quand même expliqué à la population martiniquaise, ceux qui nous suivent en particulier, les Guadeloupéens, puisqu'il y avait mon ami Sefo qui était dedans, donc les deux îles nous suivaient, plus les gens là-bas. Dès que vous avez les meilleurs du monde, et puis vous avez 2 Antillais, il y a ce petit côté attractif. Alors, et même Marie Tabarly, dans la mairie martiniquaise. Ce que j'ai appelé un petit peu
la notion antillaise. Bon, Marita Barley dans la mer est martiniquaise. Bon, Clément Giraud est né en Martinique. Il vit là-bas. Damien Seguin et Thibaut Bouchel, ils ont vécu en Guadeloupe. Donc on avait ce petit parfum des Antilles, ce qui fait que les gens s'y intéressaient. Alors, maintenant, ils vont s'intéresser beaucoup plus, je vous rassure, Caroline. Mais pour le moment, ils se disaient, les notes sont là, la place importe peu. L'essentiel, c'est d'avoir fait le parcours en même temps que les autres. Alors, ce qu'il faut aussi expliquer aux gens, c'est que dans une même classe de classe 40, vous avez 10 bateaux ou 11 qui peuvent aller aussi vite que des IMOCA. Et puis, vous en avez d'autres, comme celui d'Éric Barré, qui vont nettement moins vite. Mais ça, les gens, génération. Au début, ils ne comprennent pas bien. Mais une fois qu'on explique aux gens petit à petit, ils me demandent pourquoi il est arrivé en 4e. Pas parce qu'il n'est pas bon, parce qu'au départ, il a un bateau qui fait que. Donc, ces petites choses-là qu'il faut expliquer aux gens que nous avons un événement. J'utilise le terme planétaire. Et il faut savoir se l'approprier, savoir que c'est à nous, avec Caroline. Elle nous l'a donné, tant pis pour elle, vous avez signé, Caroline. Caroline a signé, c'est à nous. Nous le partageons. Nous, on en garde un petit bout quand même. On va vraiment en faire, alors que tout le monde nous rejoigne, que ceux qui ne l'ont pas fait nous rejoignent. Moi, on me cite toujours, je parle facilement du groupe GBH parce que j'en faisais partie. Si tous nos socioprofessionnels se mettent d'accord, si la Ligue de voile se met au travail, si le CMT y va à fond, parce que le CMT fait la promotion de la Martinique, si la ville de Fort-de-France qui nous suit, si tout le monde se met, on a l'événement, on a le lieu, il suffit de faire. On va y revenir, Jean. Alors, on va écouter les principaux intéressés, les skippers, à l'arrivée à Fort-de-France. On va voir ce qu'ils ont pensé de ce parcours. On commence par Franck Camas et ensuite Erwan Leroux. Ça va, la baie est vraiment adaptée, et puis c'est plutôt mer plate, protégée, donc on n'a pas eu beaucoup de vent nous quand on est arrivé. Mais, oui, c'est ça. On a eu l'impression que vous avez eu une belle pente de vent à partir du Diamant, ça a été un peu compliqué du rocher du Diamant. Oui, c'est ça, il y avait plus d'alisés. Ok, globalement, vous trouvez que le parcours était très compliqué cette année ou c'est les conditions de vent qui ont... C'était très long, c'est la première fois qu'on fait autant de milles en fait, du Havre avec un détour jusqu'à devant le Brésil, une île devant le Brésil qui est Trinidad. Alors c'est spécifique à nos bateaux ultimes, il y a d'autres classes qui ont fait beaucoup plus court. Mais bon, ça fait 17 jours de course, c'est vrai que c'est un record de longueur en fait. Ça restera un super souvenir, je pense, la première arrivée à Fort-de-France. Vous connaissiez déjà la baie? Oui, je connaissais la baie, ça fait 3 ans que je viens chaque année faire une régate en fait, différente de celle-ci. Mais non, c'est un super endroit franchement pour naviguer. Alors là, on ne profite pas trop de l'île, on vient de l'extérieur de loin, mais les arrivées sont parfaites ici en fait. En fait, moi je ne connaissais pas du tout la Martinique, donc je découvre cette magnifique baie, je découvre cette magnifique arrivée au Rocher du Diamant, et puis avec ce longé de côte un peu sous le vent. Et voilà, c'est magnifique, je ne connaissais pas les Trois-Îlets, je ne connaissais pas Fort-de-France, voilà, j'avais une vision, je suis venu une fois en 2000, c'était au Marin avec la Trinitaine, avec un 60 pieds après la route du Rhum, et on avait embarqué dans la baie du Marin avec un dock qui avait coulé. On avait embarqué les bateaux dans le dock. Et voilà, et donc je découvre une île et je suis sous le charme. En tant que marin, l'arrivée depuis le Rocher du Diamant jusqu'à la baie à Fort-de-France, comment vous l'avez trouvée? Est-ce qu'elle est compliquée pour Non, et c'est ça qui est bien, c'est qu'elle n'est pas piégeuse, parce que il y a pas de, enfin voilà, c'est plutôt sympa. On commence à sentir les odeurs de l'île, et il y a plein d'odeurs et c'est assez grisant et il n'y a pas trop de surprises et ça c'est quand même bien parce que n'avait pas hypothéqué une éventuelle place sur ce parcours-là. Donc voilà. Et puis on est très content qu'un Ocean 50 ait le record en 43 minutes, je crois, donc Thibaut avec l'équipage d'Arcel. Et c'est assez satisfaisant. On a eu l'impression que vous avez quand même manqué de vent à l'arrivée depuis le Rocher. Il y a eu quelques pannes de vent, non? Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de vent, mais il n'y a pas eu de piège trop. Voilà, c'était l'Alizé finalement était assez mou, donc en fait c'était représentatif de la situation météo du moment. Alors on précise donc que Franck Camas a remporté l'épreuve chez les ultimes avec Gitana 17 Edmond Rothschild. Et puis que Erwan Leroux, lui, a terminé deuxième avec Coesio, donc dans la catégorie des Ocean 50. Voilà, Damien de Longueville, on le voit, les skippers, eux, ils disent banco, enfin, en tout cas, ces deux-là, qui sont deux parmi les meilleurs. Banco, concernant l'arrivée à Fort-de-France, l'arrivée dans la baie leur a beaucoup plu. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont trouvé alors le parcours, évidemment, il y a des sujets de météo, donc ça nous échappe un peu. En revanche, l'arrivée, le site d'arrivée, la baie,
les infrastructures de pontons, les infrastructures à terre pour les accueillir. Oui, ça les a beaucoup séduits. Les teams également, les partenaires également. Voilà, de ce point de vue-là, on est content de ce qu'on a pu réaliser. C'est perfectible, mais c'était quand même... Il ne faut pas oublier que c'était une première. Ça fait 40 ans qu'on espère avoir un grand événement nautique à la Martinique. Voilà. Mais il ne suffit pas d'obtenir l'accord de l'accueil de cette course. Il faut aussi prouver qu'on sait le faire. Voilà. Il y a des gens qui font ça depuis longtemps. Il y a des territoires qui reçoivent de la course au large depuis longtemps. Nous, on voulait montrer qu'on en était non seulement capable, mais qu'on pouvait mettre, dès la première édition, le curseur assez haut. François Valjean, quand on reçoit un événement comme celui-là, quand on se prépare à recevoir un événement comme celui-là et qu'on dirige le comité martiniquais du tourisme, alors bien entendu on mobilise toutes ces équipes, mais qu'est-ce qu'on met en œuvre particulièrement, à la fois pour promouvoir l'événement et puis pour accueillir derrière toute cette organisation, ces skippers, leurs familles, des touristes, et puis les Martiniquais eux-mêmes à l'arrivée? Il est évident que pour la Martinique, recevoir la Transat Jacques Vabre, ça représente justement de recevoir toutes les teams, donc des milliers de personnes finalement. Et donc c'est vrai que pour nos professionnels déjà, c'est une magnifique opportunité en termes de business. Et ça faut vraiment le préciser. Ça apporte beaucoup à la Martinique. Donc effectivement là, c'était très important pour nous. On a eu de nombreux échanges là-dessus pour qu'effectivement, nos professionnels martiniquais puissent vraiment profiter de l'arrivée de la Transat Jacques Vabre. Donc c'était vraiment fédérer nos professionnels autour de ce magnifique projet, fédérer aussi les Martiniquais autour de ce magnifique projet. Il fallait que cette Transat Jacques Vabre devienne martiniquaise. Et nous l'avons vu dans le programme qui a été organisé. Il y a beaucoup d'associations qui ont été faites avec les traditions, avec notre patrimoine. Et c'était vraiment important qu'il y ait ce lien très fort que nous allons construire pendant les années qui viennent. Alors c'est vrai, Jean, ils ont signé pour une autre édition. C'est connu maintenant. Même pour deux. 2023-2025, oui. Donc on a le temps, effectivement, on a un peu plus de recul aujourd'hui. Et on a le temps de continuer à travailler ensemble et de construire vraiment cette relation et on l'a dit, donc il y a cette relation humaine qui s'est installée, on a appris à travailler ensemble et je pense qu'on a vraiment encore beaucoup à faire et on est très confiant pour que vraiment cette Transat Jacques Vabre, elle devienne tout simplement martiniquaise. Alors la participation de la Martinique a été particulièrement remarquée au village départ de la Transat Jacques Vabre au Havre. On regarde cette vidéo qui nous présentait le village départ justement et puis on revient avec vous en plateau. C'est parti pour la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Place à une semaine de festivités avant le grand départ de cette 15e édition de la Transat en double. Je ne connais pas beaucoup d'exemples d'une ville et d'une entreprise qui se goupillent comme ça pour produire un événement de cette ampleur, aussi régulier et aussi exigeant. C'est important de dire aussi qu'on s'est engagé pas seulement pour cette édition, mais pour 2 éditions de plus. Alors Caroline Caron, 700 000 visiteurs sur les 10 jours du village départ au Havre. Ce sont les chiffres qui nous ont été communiqués par l'association Transat Jacques Vabre. C'est phénoménal. Alors, il y en a 200 000 de trop, mais même avec 500 000, on est très heureux. Oui, c'était une édition assez exceptionnelle. On a 500 000 visiteurs avec un pic à 60 000 là, le dernier vendredi. On a distribué plus de 70 000 cafés, 70 000 tasses de café, avec plus de 105 exposants différents. On a accueilli plus de 15 000 VIP dans les espaces hospitalité pour accueillir les entreprises, pour qu'elles puissent faire du business entre elles. Et on a, et ça c'était aussi important, des baptêmes de voile. C'est ce que vous disiez, c'est ce qu'on essaye tous de faire, de faire partager cette passion de la voile et même de l'eau, de la mer tout simplement. Donc on a fait plus de 3500 baptêmes de gens qui ont découvert ce que ça voulait dire d'être
sur un bateau. Alors, Le Havre n'est pas particulièrement une région de voile. On pense plutôt à la Bretagne ou à la Vendée, par exemple. La Normandie a un certain nombre de skippers, mais pas autant que dans d'autres régions. Et la ville du Havre, par contre, a très très rapidement compris l'intérêt pour une ville moyenne de France hexagonale de s'associer à un événement comme celui-là. Et visiblement, chaque année, c'est un succès phénoménal, quoi. Enfin, chaque année, tous les 2 ans. Non, tout à fait. Alors, et il faut savoir, la ville du Havre est l'instigatrice de la création de la Transat Jacques Vabre. Elle est vraiment propriétaire de l'événement au même titre que JDE. Mais c'est juste par rapport à la Bretagne. Mais en revanche, en Normandie, il faut savoir qu'il y a plus de 650 km de côte avec des skippers de renom. Et le port du Havre, par exemple, a un port de plaisance qui a plus de 2500 anneaux, c'est-à-dire 2500 places de bateaux. Et par rapport à ça, il y a un vrai plan nautique qui est en train d'être déployé. C'est vrai que toutes les villes maintenant, ces grandes villes portuaires, ont un challenge. Elles doivent garder leur patrimoine industriel portuaire et en même temps le faire avec un développement en lien avec les nouvelles problématiques, avec l'écologie, avec la responsabilité sociale, le faire de manière responsable. Et donc le plan nautique pour la ville du Havre est très très important et c'est vrai que par rapport à ça, le fait d'avoir cet événement Transat Jacques Vabre permet vraiment de faire évoluer le positionnement de la ville du Havre. Alors on va donc évoquer la présence, même plus que la présence, la participation active de la Martinique à ce village départ. Damien de Longueville, vous y étiez. La Martinique a été, on entendait Martinique prononcée 50-60 fois par jour par le commentateur. Oui, alors ça a été très animé par le comité martiniquais du tourisme, puisque c'était surtout lui qui était à la manœuvre. Mais je reviens vers lui tout à l'heure. Voilà, là il va vous détailler d'avant. Moi j'ai vu en tant que spectateur. Il y a eu une journée de la Martinique où en effet la Martinique était partout, et puis beaucoup de stands, de présence physique. Le succès populaire, parce que c'est impressionnant. Il y a eu un flux continu. Oui. Moi, j'ai été impressionné par cette ambiance au départ pendant une dizaine de jours, avec un monde fou. Il a fait plutôt beau. Il faisait pas trop froid. On a eu le jeudi, veille de la journée de la Martinique, on a eu une pluie torrentielle. La veille, mais c'est ça. Il restait plus d'eau pour le vendredi, c'était parfait, on est passé directement au WAM. Voilà. C'est ça. Non, mais c'était vraiment impressionnant. Grand engouement populaire, vraiment une réussite avec. Et puis, c'est pas seulement un engouement populaire simple, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements qui attirent des événements dont Caroline pourra parler, mais qui instruisent, des rencontres avec les skippers, des associations qui présentent leurs projets. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir au-delà du simple spectacle des bateaux. Et donc François Balthus-Angleux qui a eu cette fameuse journée de la Martinique. Alors la Martinique présente sur les 10 jours, avec notamment des artisans, on va le voir, le Codérum également, le groupe GBH et donc le comité martiniquais du tourisme qui est un petit peu l'orchestrateur de tout ça. Et vous avez organisé notamment une conférence de presse, donc ce fameux vendredi 5 novembre. 5 novembre, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'était effectivement la journée de la Martinique. Nous avions donc des groupes de carnaval qui ont parcouru tout le bassin. Effectivement, nous avions une présence assez importante. On avait donc un stand de destination à l'entrée du village où on pouvait découvrir pas mal de choses. Il y avait il y avait un barista, il y avait aussi un conteur. Voilà, donc on essayait de montrer un peu la diversité de la Martinique. Et puis, on avait aussi effectivement des artisans, donc une dizaine d'artisans qui ont vraiment été ravis de cette participation. Ils vont nous le dire, on va les entendre. On va les entendre. Le Codérum qui était là. Nous avions aussi donc un stand où nous avons fait notre conférence de presse. C'était important de pouvoir dire aux Normands quelle était notre stratégie sur le nautisme, parce que nous avons vraiment beaucoup de belles choses à réaliser pour l'année qui vient et puis pour les autres années. Alors Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, n'a pas pu être avec nous, mais on va le voir justement durant cette conférence de presse organisée par le CMT. Une des plus grandes courses au large qui fait le lien entre le Havre, première destination économique d'exportation de la Martinique, de transport maritime, mais le Havre qui a aussi une histoire
patrimoniale avec la Martinique et avec Fort-de-France. Et enfin, parce que la Transat Jacques Vabre, c'est la route du café. Or, les premiers plants de café Arabica Typica qui ont donné le Blue Mountain à la Jamaïque sont arrivés en Martinique et ont été entreposés à Fort-de-France, dans le centre-ville de Fort-de-France. Et ils ont ensuite été transportés et plantés sur le nord de la Martinique avant d'être exportés dans la Caraïbe et dans la Grande Caraïbe. Alors on a vu, François Balthus-Landeloc, on a vu votre présidente en arrière-plan avec Gaëtan Paderna, qui travaille également au comité martiniquais du tourisme. Vous avez voulu inviter ce jour-là tous les acteurs de ce partenariat public-privé, en fait. Bien Notamment sûr. le maire de Fort-de-France, mais on avait aussi, par exemple, le parc naturel régional de Martinique sur la filière café. Bien sûr, comme Caroline le disait tout à l'heure, c'est vraiment un travail d'équipe et il a fallu effectivement fédérer toutes les institutions en Martinique pour pouvoir travailler sur ce projet. Et il était tout à fait naturel que tout le monde puisse s'exprimer et dire ce que... Parce que ça a été vraiment beaucoup de travail. Et donc c'était important que chacun puisse s'exprimer et pouvoir effectivement dire ce qu'il a fait. Et puis quelle est la vision aussi de chaque institution. On sait très bien que c'est une destination café. Oui. Donc effectivement le parc naturel a travaillé beaucoup là-dessus, avec le Codérom d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'était un moment qu'il ne fallait pas louper parce que c'était un moment où on pouvait vraiment parler de tout le travail qui avait été fait par les équipes. On va écouter d'ailleurs Jean Montfort, l'un des représentants, le vice-président du parc naturel régional de Martinique, qui nous parle justement de cette filière café en quelques minutes. Alors la démarche autour du café, il faut savoir qu'effectivement le café, il y avait beaucoup de café en Martinique, comme on a l'habitude de le dire. Ça avait complètement disparu au profit effectivement de la canne à sucre et maintenant de la banane. Et grâce à un certain nombre de recherches qui a été effectuées par Martinique Développement et effectivement qui a été prise à bas le corps par le conseil régional dans le temps et maintenant par la collectivité territoriale de la Martinique, qui a effectivement donné comme mission au parc naturel de travailler sur ce café pour qu'on puisse développer un café de qualité, un café d'excellence, qui est l'Arabica Typica. Alors, Caroline Caron, cette filière café, c'est en fait l'élément quasiment de décision pour l'association Transat Jacques Vabre de venir de faire cette arrivée à Fort-de-France, parce qu'il fallait une destination café, et la Martinique en est une. C'est vrai, c'était un élément extrêmement structurant pour accepter et d'arriver en Martinique. On l'a dit, je tiens quand même à le repréciser, il y avait la beauté du site, vraiment. Et les infrastructures, mais on y reviendra après, je sais Jean-Marc, mais cette histoire de café, oui, on a été fascinés quand on a découvert qu'effectivement tout le café d'Amérique du Sud avait été en fait irrigué à partir de la Martinique. Le fameux Arabica Typica. L'Arabica Typica, donc avec le capitaine Desclieux qui part en 1736 avec un plan d'Arabica Typica et qui arrive, qui traverse l'océan et qui le plante en Martinique. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Jean, c'est formidable, Jean Trudeau, c'est formidable. Le café, la voile, on va le voir aussi, le rhum, et puis la Martinique au milieu de tout ça. Tout ça se mélange. On a fait un petit bond en arrière pour rappeler aux Martiniquais que l'Arabica Typica qui a irrigué l'Amérique du Sud provient de la Martinique. Alors, quand on sait comment c'est arrivé, Desclieux, quand on dit Jardin Desclieux, tout fait Il y a aller. deux plans, il y en a un qui est mort en cours de route parce qu'il manquait d'eau. Et le dernier est arrivé à l'endroit qu'on appelle le Jardin Desclieux, où le maire de Fort-de-France doit faire une pépinière pour irriguer la Martinique. Alors, il faut savoir que l'Arabica Typica ne pousse pas partout. Il ne pousse que sur une certaine partie de l'île, plutôt du côté de Bellefontaine. Bellefontaine en hauteur. Mais enfin, on avait la bonne raison d'accueillir la Transat Jacques Vabre, qui est en fait la route du café. Et on a un bateau d'ailleurs, Everial, qui a ramené un pain de café. Absolument, on a recréé les conditions et c'est la première chose que Stan Turé a fait, c'est avant même de mettre le pied par terre, il nous a remis le plant de café qu'on va d'ailleurs planter lundi avec Damien et une classe pour vraiment continuer à faire ce lien. Oui, parce qu'il y a eu aussi effectivement un partenariat avec l'Académie de Martinique de façon à associer les élèves à cette opération qui est aussi une page d'histoire. Et puis il y a en parallèle aussi un développement de la filière café
qui recommence petit à petit. Donc il y a eu un très bel exemple avec la filière de cacao qui a été un succès. Et donc l'idée, là, c'est vraiment de redynamiser aussi une filière café avec l'aide du groupe JDE, qui est un très gros groupe de café. C'est le deuxième plus gros groupe de café industriel dans le monde. Donc ils savent faire. Alors est-ce que ça sera du café Arabica Typica, comme vous le disiez, Jean-Marc? Je suis fascinée de voir que tout le monde est devenu un expert café. C'est magnifique. Tout le monde est devenu des experts du rhum maintenant grâce à vous tous. Mais donc, voilà, il y a cette filière aussi qui va être redynamisée, cette filière café. Alors, vous m'attendez le verre et non pas la perche concernant le rhum, puisqu'effectivement, on va écouter Bruno Priuso, qui lui aussi était au village départ du Havre. C'est une aventure, comme à chaque représentation avec le Codérum. Et puis, ça a été 10 jours assez intenses, où il y a toujours eu du monde, comme on peut le voir ici. Et puis, un bon accueil des Havrais. Ils sont contents même si le rhum de la Martinique est assez répandu sur le territoire métropolitain, ils sont quand même contents de voir des nouveautés, des qualités qu'ils ne connaissaient pas, et puis d'avoir des conseils pour faire leur choix, que ce soit en rhum blanc ou en rhum vieux. Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'avec les masterclass que tu animais, où tu expliquais un petit peu la fabrication du rhum, les gens ensuite se ruaient sur les rayons du Codérum ici. Et on voit d'ailleurs que les rayons sont quasiment en train de se vider là. Oui, on arrive à la fin du stock et c'est tant mieux. C'est une belle réussite. Et c'est vrai que ces masterclass où on présentait, on parlait un peu de la fabrication du rhum, le rhum de la Martinique, le rhum AOC Martinique, le seul rhum AOC au monde. On est en train on fête cette année les 25 ans, mais on en est fiers. Et il faut en être fiers, bien évidemment. Oui, c'est vraiment un succès. Alors, Caroline Caron, vous nous disiez que vous avez une anecdote concernant le rhum. Au Havre, qu'on a vécu avec Damien, parce qu'on avait, comme le village, c'est vrai, a très très bien fonctionné, on a eu plein d'élus d'autres villes aussi, d'autres organisateurs de courses qui sont venus voir ce qui se passait. Donc au fur et à mesure où on parlait de plus en plus du village, de la Martinique, des concerts, des orchestres, du rhum, on faisait des petites visites. On passait systématiquement par le pavillon des artisans et le Codérum, où très gentiment, Bruno, que je salue au passage, incroyable, toujours avec le sourire, nous faisait déguster un verre de rhum. Donc j'étais avec l'élu d'une certaine ville dont l'arrivée se déroule en Guadeloupe, qui m'attrape et qui me dit « Non mais tu sais, moi le rhum, c'est trop mon truc ». Et je lui dis « Écoute, goûte, voilà, et Bruno va te préparer ». Et elle le fait, je vois qu'elle le fait quand même pour me faire plaisir. Et parce qu'elle est extrêmement bien élevée. Et donc elle goûte le rhum, et puis elle me dit « Ah mais en fait c'est super bon, ça n'a rien à voir ». Et je tenais à vous le dire parce que c'est vrai que nous on est tous devenus des accros de la Martinique, mais du rhum. Vraiment. François Balthus-Languedoc, donc le Codérum partenaire de l'événement, alors on n'a pas pu avoir ici les représentants du Codérum, on les a eu à travers Bruno Priuso, et clairement on a bien vu qu'en réalité il y a une complémentarité extraordinaire entre le café, le rhum, le sport, l'événement, le Havre, Fort-de-France. Oui, mais en fait, vous décrivez la Martinique, effectivement, hein, c'est cette diversité que l'on met en avant donc pour promouvoir donc, le territoire. Donc c'est vrai que voilà, on l'a dit, hein, c'est vraiment un travail d'équipe et le comité martiniquais du tourisme, évidemment, a saisi cette opportunité incroyable parce qu'effectivement, depuis un mois, on entend parler de la Martinique sur toutes les télés françaises, il y a des télés américaines aussi. Donc, les en Suisses, fait, les Suisses dont un équipage a fini deuxième d'ailleurs, de la classe voilà, tout à fait. Et donc pour nous, c'est vrai que ça a été une vitrine pour notre territoire qui était extraordinaire et qui vaut toutes les campagnes de publicité qu'on a pu faire dans le passé. Mais en plus, c'est beaucoup plus intéressant qu'une campagne de publicité traditionnelle, puisque là, on apporte vraiment un contenu qui est extraordinaire, avec une aventure humaine extraordinaire, et on a cette opportunité de présenter notre territoire avec une facette différente, parce qu'aujourd'hui, on est en capacité d'accueillir un événement
qui est à un niveau international. Et ça, c'est vraiment une vitrine magnifique. Damien de Longueville, combien de punch et de rhum vieux vous avez bu au Havre pour accompagner? Moi, j'ai rien bu. Enfin, j'ai quasiment rien bu. Non, on était au boulot, nous. On avait quand même quelque chose à préparer. On n'était pas là pour faire la fête. Peu d'heures de sommeil. Mais vous avez eu l'occasion de les amener au stand du Codérom pour qu'ils puissent goûter le rhum. Oui, mais ils ont trouvé la route tout seuls. Alors, très important, François Balthus Languedoc, il y avait aussi les artisans. Alors, on va écouter Nucia Alamelou, qui est la présidente de l'association Carpentier. Oui, puis je vous dirai quelques petits mots. Absolument, par la suite, concernant justement la présence des artisans, ce village des artisans au village Départ du Havre. Un bilan très positif, vraiment un très bon accueil au Havre des Havrais. Les gens sont très satisfaits des produits qu'on a emmenés et ils ont pu ramener un bout de la Martinique chez eux et préparer un éventuel voyage pour venir chez nous en Martinique. Alors, vraiment très positif. On sait que le CMT a mis à votre disposition les stands parce que c'était difficile financièrement après le Covid et tout ça. Est-ce que c'est vraiment un coup de pouce pour relancer un peu l'activité? Ah, tout à fait. Ils n'ont pas mis qu'à disposition l'espace. Ils ont tout pris en charge par rapport à la pandémie pour nous donner un souffle au niveau des artisans, pour nous aider. Ils nous ont, de toute façon, sans cette aide, on n'aurait pas pu être présents. C'est clair, c'est eux qui ont vraiment tout financé, qui fait qu'on est présent ici. Et c'est vrai qu'on redémarre, ça nous redonne l'espoir au niveau du tourisme, quand on a les gens nous disent oui, on va venir en Martinique. Il y a déjà des groupes qui vont venir pour l'arrivée de la course. Donc voilà, ça nous donne un espoir et c'est vraiment un redémarrage pour le secteur du tourisme en Martinique et pour nous les artisans, pour l'artisanat de la Martinique sur notre île parce que ça fait 1 an et demi, c'est très dur. On revient. François Balthus, donc le CMT a voulu que les artisans soient présents. Alors, après cette période Covid, dans laquelle on est encore malheureusement, ils avaient pratiquement pas les moyens d'y aller. Vous les avez accompagnés, vous avez mis les stands à leur disposition. Oui, en fait, effectivement, et on a fait ça en à peine 3 semaines. Et donc, on a effectivement fait voter par notre conseil d'administration, par le bureau, eh bien, une aide exceptionnelle pour pouvoir financer et les stands, les déplacements aussi, donc les billets d'avion, donc tous les transferts, le fret, donc pour une dizaine d'artisans. Parce qu'il n'était pas possible pour notre présidente, Bénédicte Di Geronimo, eh bien, de ne pas avoir des artisans pour animer ce village. Et honnêtement, c'était le stand qui sentait... Voilà, c'était les arômes de Martinique, quoi, entre les tablettes de coco, le chocolat, voilà, etc. Donc vraiment, du coup, on avait le rhum, on avait l'artisanat, et au moins on a pu emporter un peu de notre Martinique, donc en Normandie, au Havre, et je pense que vraiment les Havrais ont vraiment beaucoup apprécié. Ils ont adoré. Et vous, Caroline Caron, vous avez goûté aux tablettes de coco, vous avez goûté au chocolat de Valenta? Alors, moi, j'ai tout goûté. Et je continue d'ailleurs. Et d'ailleurs, les artisans ont aussi beaucoup apprécié. Et je pense qu'on en reparlera après de l'avenir. Et on a vraiment beaucoup d'idées pour développer la présence de la Martinique sur le village. Alors, on fait le grand saut. On a traversé l'Atlantique. Et on se retrouve à Fort-de-France, donc c'était à partir du 30 novembre, grosso modo, de mémoire. Non, un petit peu avant ça d'ailleurs, hein, oui. C'était une semaine avant, c'est à partir du 23 novembre, il me semble que le village a été ouvert. Enfin, je ne sais plus, je m'y perds. Au niveau des dates. C'était le 19. Le 19 novembre. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et on a fait l'inauguration le 20 au matin. Absolument. Et on va voir d'ailleurs ce sujet sur l'inauguration du village d'arrivée, à Fort-de-France. L'image du jour, c'est bien sûr l'ouverture du village de la Transat Jacques Vabre à Fort-de-France. Nous sommes terriblement heureux aujourd'hui de procéder à l'ouverture de ce village. Très heureux également de savoir que l'ensemble des Martiniquais pourront aller juste là, en fait, à proximité, tout près donc, de ces bateaux d'exception. Si la Martinique attend les marins, ceux-ci sont aussi pressés d'arriver aux Antilles. Alors Caroline Caron, la fête n'a pas pu être aussi belle qu'on l'aurait voulu, puisqu'on a eu des contraintes à la fois sanitaires, sociales, mais on a quand même vu un certain nombre de visiteurs martiniquais ou touristes venir à l'arrivée. Vous, quelle a été votre première réaction quand vous avez vu cette installation? Vous étiez déjà venu à Fort-de-France, mais là,
l'installation, le village est par installé. Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction? Beaucoup d'émotions, des étoiles dans les yeux, vraiment. C'est vrai qu'il y a le cadre naturel, et on en parlait, qui est fantastique. Et après, pour accueillir 79 bateaux, leurs équipages, la salle de presse, offrir un confort de travail pour tous, avoir une unité de lieu aussi, ça c'est tellement important. Et quand on a vu tout ça, qui avait été présenté sur le papier, sur des diapositives, sur des dossiers, et que vous arrivez et que vous le voyez exister en vrai, bah écoutez, non, j'ai pas d'autre mot que beaucoup d'émotions et des étoiles dans les yeux. C'était un moment vraiment très particulier, l'inauguration du village, et avec Damien, on se regardait et je crois qu'on partageait vraiment cette même émotion. Voilà. Jean Trudeau, je reviens à Damien dans un instant. Jean Trudeau, sur la partie technique, sur les équipements qu'il a fallu pour accueillir ces bateaux. Alors potentiellement 79, je crois qu'à l'arrivée ils seront finalement 74. Il a fallu tous ces pontons, il a fallu des flotteurs, enfin, des équipements spéciaux, il a fallu ce ponton d'honneur. Ça a quand même demandé une logistique extraordinaire. Une logistique, mais surtout les contacts. Lorsque vous contactez une société, que vous avez des devis, des offres, pour entrer un petit peu dans le détail, eh bien, il faut y arriver, il faut y aller. Bon, on a une société, petite société qui vient de naître, il faut trouver un peu les fonds et surtout trouver l'origine. Vous avez plusieurs fabricants de pontons, ils sont tous venus voir un petit peu comment ça va se passer. Ils ont regardé, il y en a un qui a répondu à l'appel d'offres de manière positive, qui a monté, ils ont dépoté 40 conteneurs en 3 jours. Ils ont monté cette installation que vous avez vue en 4 jours, y compris le patron qui a bossé. Donc on a eu cet espace qui a été mis à disposition par la ville de Fort-de-France, qui a été sécurisé dans le quartier Texaco. Et puis on a eu ces gens qui ont travaillé. On a pu avoir ce magnifique espace où on devait mouiller tous les bateaux. Et puis les petits pontons, les petites parties bleues que vous voyez, c'est des cubis flottants qui ont été mis à notre disposition par la ville du Vauclin. Je vais les remercier ici. Tout le monde a mis un peu la main à la pâte de manière que les gens, quand ils arrivent, c'est vrai que ça paraît très simple, je le dis avec beaucoup d'émotion, je sais qu'on y a travaillé, et lorsqu'on a vu cette affaire la monter, j'avais demandé d'ailleurs de prendre une photo du front de mer avant et puis après. Mais quand j'ai regardé les 2 photos, j'ai eu de la peine à retrouver nos pontons qui ont été montés. Il y a quand même un paquet de pontons pour accueillir 79 bateaux. Alors maintenant que nous avons cet outil, on a déjà des demandes. Vous savez, lorsque vous êtes sur la carte du monde, la carte du monde nautique, les gens savent qu'il y a une possibilité. Ils leur avaient dit déjà que 2023-2025, c'est réservé. Enfin, on leur a dit que c'est réservé. Décembre, Dans l'intermédiaire, il y a 2-3 courses, il y a 2-3 possibilités. Vous avez la Cap Martinique qui va peut-être venir. Enfin, on a de quoi faire, on a de quoi accueillir tout le monde. Mais ce que je voudrais dire sur cette affaire-là, c'est que les choses maintenant paraissent très simples une fois qu'elles ont été faites. Et je pense qu'il a fallu beaucoup de l'abnégation, beaucoup de gens qui se sont mis à disposition, je vais le signaler. Beaucoup de bénévoles, quasiment que des bénévoles. Des bénévoles, bien sûr, des bénévoles tout court, des bénévoles du service militaire adapté. Sur les matelots, avec les matelots. Tout à fait. Alors, c'est une petite chose qu'on a inventée qui s'appelle le capitaine du jour. Le capitaine du jour, c'est quelqu'un qui a toutes les informations et doit pouvoir renseigner toute personne qui est sur le site. Où est le poste de secours, où est-ce qu'il peut manger. Alors, ce sont des petites choses, comme je dis, je suis un voileux. J'utilise le terme voileux. Le voileux, à terre, il redevient un terrien. Donc, il s'agit de lui donner, bien sûr, la partie qui l'intéresse, le mouillage, le ponton, mais le reste qu'il doit découvrir, et c'est là qu'intervient le CMT, la ville de Fort-de-France, découvrir notre... L'office de tourisme du centre Martinique également. L'office du tourisme du centre, qui est, depuis la loi où il y a un regroupement de ces quatre collectivités, bon, bien sûr, on axe tout sur Fort-de-France, et le travail que nous devons faire maintenant, une fois que Caroline est partie avec ses amis, c'est vraiment élargir la chose et savoir que Fort-de-France deviendra la tête de pont. Et je m'appuie beaucoup sur le CMT pour revenir à élargir, faire que tous les Martiniquais se sentent concernés et pas seulement les voileux. Damien de Longueville, en tant que président de Martinique Transat, vous étiez le chef de Jean Trudeau. C'est ça. Et il m'a obéi pendant 15 jours. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse qu'on a apportée en fait, à l'association Martinique, décidément, l'association Transat Jacques Vabre, et puis à tous ces skippers qui attendaient, qui ont tous visiblement été ravis des installations. Non, mais c'est ça, mais Caroline l'a dit, enfin je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit gentiment d'ailleurs, qui me fait très plaisir, mais c'est ce qu'on a ressenti, oui, parce qu'on a donné corps à ce que l'on s'était engagé à faire. Les skippers nous l'ont dit, les teams nous l'ont dit, les présidents de classe nous l'ont dit, donc c'était important pour nous de le prouver. Bon. Maintenant, c'est une étape, on démarre, on ne va pas se satisfaire de mettre des installations techniques telles qu'on avait promis de le faire. Enfin, l'idée, c'était juste... Il y a des choses à être respectées. Si on a dit on est capable de le faire, faisons-le, on l'a fait. Voilà.
Non, ce qui était un peu plus difficile, c'est qu'on a un village, enfin on a quand même vécu là dans un environnement qui était très complexe à la Martinique, qu'il est toujours d'ailleurs, mais qui n'a pas permis, je pense, aux exposants, aux artisans locaux qui étaient très nombreux sur le village, aux associations à la Martinique, aux scolaires qui sont venus aussi comme ils ont pu, mais finalement c'est eux qui ont le plus souffert. On avait une journée de yole avec les skippers qui venaient naviguer avec les coursiers, les équipages de yole qu'on a dû ajourner et puis finalement qu'on n'a pas pu faire alors qu'elle était prévue depuis près d'1 an avec la fédération. Voilà, moi c'est en revanche le petit pincement au cœur et j'espère que... Et je suis déçu, je suis un peu triste de ce côté-là pour eux. Voilà. Alors techniquement, on est content, on a livré ce qu'on avait envisagé de faire, ce qu'on avait promis, mais il manque quand même cette dimension festive que le contexte, évidemment, ne pouvait pas permettre d'avoir. Et comme on a voulu faire exactement comme ça s'est passé au Havre, on a eu aussi cette dernière journée avec la remise du trophée sous une pluie torrentielle. Caroline Caron, génial, vous avez découvert les pluies martiniquaises. Mais puis j'ai aussi écouté François qui m'a dit que c'était une bénédiction des dieux et je me suis dit qu'on avait beaucoup de chance qu'il pleuve pendant la dernière cérémonie. Absolument. François Balthus-Languedoc, globalement sur ce village d'arrivée, vous avez été aussi parmi les acteurs majeurs de cette organisation à l'arrivée à Fort-de-France. Alors vraiment là pour le coup c'est l'équipe de Damien et c'est l'association Transat, l'AMT, Transat Martinique qui a vraiment œuvré pour l'organisation du village. Nous on s'est beaucoup plus occupé du village de départ. Mais effectivement, on avait bien évidemment un stand dans le village avec la ville et donc de Fort-de-France. Donc voilà, mais c'est vrai que je suis un peu d'accord avec ce que Damien disait. Je pense que vraiment, finalement, tout s'est vraiment bien passé compte tenu du contexte. Le regret, c'est effectivement la fréquentation sur le village. Parce qu'effectivement, il y avait des entraves. Donc les Martiniquais n'ont pas pu accéder comme ils le voulaient, donc à cause des entraves de circulation. Donc voilà, c'est notre petit regret, parce que c'est vrai que c'était vraiment une belle installation en bord de mer, comme ça. Et on aurait souhaité, c'est vrai qu'on avait tout organisé pour que les Martiniquais puissent accéder, voir vraiment de près tous ces beaux navires. Parce qu'il faut encore le redire, on avait la possibilité d'avoir 4 classes de bateaux extraordinaires. Il nous reste les images. Il nous reste les images et on n'arrête pas de voir l'image de Gitana qui est pour moi en fait vraiment... J'ai fait cette arrivée, j'en ai eu la chair de poule vraiment. Alors c'était une arrivée en plein jour avec des bateaux, des hélicoptères, des drones. Le rocher du diamant. Et on le voit, à un moment il nous a offert un spectacle sublime parce qu'il était à 35 nœuds, il s'est élevé, enfin il a volé sur la mer. Et c'est vrai pas le rocher, Gitana. Ah non, Gitana. Mais en fait, quand on a rêvé en fait ces arrivées. Alors, et c'est vrai qu'elles sont... François, il y en a un qui a rêvé aussi, et vous allez l'écouter. C'est Régis Debons, adjoint au maire du Havre, à Édouard Philippe, qui était présent ici pendant une semaine, et il nous a livré ses impressions. Bonjour Monsieur le maire. Moi je vais vous faire aussi une petite confidence. Aujourd'hui je suis triste parce que je prends l'avion demain. Et j'ai passé une semaine magnifique. Magnifique ici à la Martinique, magnifique ici à Fort-de-France, et puis magnifique parce qu'on est sur une transat qui est exceptionnelle. Alors forcément, il y a des événements qui nous ont un peu rendus tristes, mais ceci étant, il faut retenir quand même des choses qui sont le noyau de cette belle transat. D'abord, la transat Jacques Vabre, comme vous l'avez dit Olivier, c'est 28 ans. 28 ans d'expérience avec un duo qui est la ville du Havre, qui est fondateur, et également la marque Jacques Vabre, repris par JDE, et depuis 28 ans, c'est assez rare, lorsqu'un actionnaire public, privé plutôt, rentre en complémentarité avec du public, et ben c'est assez rare, vous pouvez regarder au niveau des événements sportifs. Donc ça prouve que ça marche bien. Ensuite, c'est aussi un duo entre, vous l'avez dit, monsieur le maire, 2 baies. La baie du Havre, et Édouard Philippe vous salue, vous dit le bonjour, je l'ai eu ce matin en ligne, et je vous avoue qu'entre ces 2 degrés et mes 31 degrés ici, il aurait préféré être avec vous ici. Et donc ce duo, il existe aussi entre la ville du Havre et la Martinique. Et ce duo, il doit continuer d'exister. Ce duo, en 2023, il doit être concrétisé, renforcé, parce qu'ici, la Martinique, vous avez un vrai diamant. Vous avez un potentiel magnifique
On est venu en délégation assez nombreux. Je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont occupées de nous sur cette semaine pour nous montrer la richesse de votre culture. Et je peux vous garantir que ce duo, il va marcher du tonnerre de feu en 2023 parce qu'on va être amené à se revoir. J'espère que je reviendrai aussi pour continuer de travailler avec vous avant 2023 parce que c'est un vrai plaisir d'être ici. Alors Damien de Longueville, bon, Didier Laga n'est pas avec nous, mais vous avez énormément travaillé avec lui, le maire de Fort-de-France, sur ce partenariat justement public-privé, calqué sur le modèle de l'association Transat Jacques Vabre. Bon, on peut dire aujourd'hui que c'est une réussite. Ouais, c'est une réussite et moi c'est une des choses que je retiens qui est la plus forte parce que, encore une fois, l'aspect technique, si on a les moyens, c'est faisable. Il n'y a pas d'exploit à installer des pontons à Fort-de-France. À partir du moment où on a la capacité financière de le faire, on le fait, on a trouvé les ressources. Ce que je retiens en revanche, c'est qu'on a travaillé avec le comité martiniquais du tourisme au sein de cette association, avec la mairie de Fort-de-France. Nous avons des cultures différentes. Nous nous sommes décidés à travailler ensemble pour l'intérêt général à la Martinique. Et en un temps record, c'était pas évident. Hein. Lorsqu'on a démarré, on se regardait un peu en se demandant ce que chacun venait chercher dans cette opération. Et à la fin, on s'est rendu compte que chacun venait donner à l'opération. Voilà. Servir, je dis souvent, servir plutôt que se servir. Et personne n'est venu se servir. La deuxième chose qui m'a rendu très fier, et je me demande même comment on en arrive là, c'est la soirée qu'on a faite avec les bénévoles à la clôture du village. Il y a des dizaines de personnes qui ont travaillé. L'association est composée chez nous de bénévoles et de bénévoles qui ont travaillé au sein de l'association. Et puis, on a eu les bénévoles du village. Des dizaines et des dizaines. Ces gens-là, c'est leur enthousiasme, en fait, qui nous a poussés. Parce qu'il y a des moments un peu difficiles. Ce sont des organisations lourdes. On le fait pour la première fois. De temps en temps, on a un petit coup de mou, surtout quand l'environnement n'est pas favorable. Et voir ces gens-là, leur enthousiasme, leur envie de faire réussir cet événement et leur fierté à l'accompagner, ça vaut toutes les récompenses du monde. Et on précise que tout le monde avait son pass sanitaire. Absolument. À l'occasion de cette soirée, c'était une exigence, d'ailleurs, dès le village départ du Havre. Je vais préciser qu'en fait de soirée, il s'agit plutôt d'un thé dansant, oui, puisque c'était en extérieur, 17h, 16h, 18h, et en plus, avant, évidemment, le couvre-feu qui démarre à 19h. Et d'ailleurs, Caroline c'était Caron, le pot de fin de salon. Alors c'est vrai qu'au village départ du Havre, personne n'avait le masque parce que tout le monde présentait son pass sanitaire à l'arrivée. Tout se passait en extérieur et on n'a pas eu de cluster. Non. Et nous-mêmes, en tant qu'organisation, comme on savait qu'on allait passer un certain nombre de temps en Martinique, non seulement vous ne pouviez pas être dans l'association Transat Jacques Vabre et travailler dans l'association Transat Jacques Vabre si vous n'aviez pas un schéma vaccinal complet. Et en plus, avant d'arriver ici, on a tous fait un test PCR supplémentaire pour être sûr que... Voilà. Tout à fait. Et les skippers, eux aussi, au départ, ont eu 3 tests, je crois. Alors tout le monde se faisait tester. Enfin, c'est le pire pour un skipper, évidemment, de partir en sachant qu'il est malade. Ne serait-ce que ça. Donc tout le monde, toutes les équipes, et personne ne pouvait, même dans les équipes des skippers, dans les équipes des bateaux, c'était un schéma vaccinal complet obligatoire. Alors, Jean Trudeau, il ne pouvait pas y avoir une arrivée d'un grand événement nautique en Martinique sans les yoles. Donc vous êtes un des défenseurs au niveau du patrimoine et de l'association des yoles rondes de Martinique, la Fédération des yoles rondes de Martinique. Pour des raisons diverses et variées, nous n'avons pas pu avoir les yoles pour embarquer nos skippers comme on l'aurait souhaité. Ceci dit, on a fait une petite présentation. Alors justement, gardez votre idée, on regarde la vie une petite initiation d'un des skippers pas Sébastien Lagravière de l'Inca de Haute, Mordant Lagravière, qui a justement fait ce baptême de yoles, on revient en plateau. Super. Alors vous avez pensé quoi de cette C'était une expérience sympa, c'est vrai que c'est quand même un bateau atypique, on n'a pas l'habitude de naviguer dessus, c'était même la première fois, donc une belle première expérience, on était super bien entourés là, on avait le grand chef de la Yole Martinique. Jean Hilagier, ouais. Donc voilà, ça manquait un petit peu de vent au début, on a récupéré quand même une petite risée au milieu là, mais voilà, on en a quand même perdu un à l'eau, pour la petite anecdote. Mais voilà, chouette, content d'avoir vécu ça et de partager ce moment avec les équipages locaux, ça fait plaisir. C'est physique. C'est physique, on n'a pas eu l'occasion de le voir vraiment, mais c'est sûr que de piloter et de gouverner le bateau avec la pagaie, là, c'est un peu de résistance. Et voilà, on capte que dans des conditions plus ventées, ça doit quand même être quelque chose.
Voilà, Morgan Lagravière, donc vainqueur sur Linked Out des Ocean 50. IMOCA. Des IMOCA. Donc Jean, bon voilà, il fallait que l'AIOL soit présente, d'une part parce que c'est le patrimoine martiniquais, mais aussi parce qu'il y a 2 ans, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir d'un événement, d'une régate, parce que la Jacques Vabre, c'est quand même une régate au départ, nous avons réussi à faire la connexion avec le monde économique par l'intermédiaire du café et du rhum, et puis cette connexion avec le monde de la voile moderne. Lorsque vous avez sur cette tradition martiniquaise qui vient de loin, les meilleurs skippers du monde qui vont tâter un petit peu pour voir comment ça se passe et surtout voir leur réaction, c'est ce qui est extraordinaire. Bon, ils ont eu un peu de chance parce qu'il n'y avait pas trop de vent, mais je crois que la jonction a été faite, ça c'est pour un petit peu les détracteurs entre le monde de la voile traditionnelle et le monde de la voile moderne. Ils utilisent le plus grand stade du monde, la mer. Donc il n'y a pas de raison qui est de friction. Ça s'est très bien passé. Et puis c'est une belle histoire Damien de Longueville, parce que finalement tout est parti de cette fameuse opération Les Barils de l'Aïol, exactement ça, la découverte de l'Aïol par les skippers. Et on en arrive à 3 éditions de la Transat Jacques Vabre en Martinique. Oui, c'est ça. Mais il faut que de toute manière, les skippers ont très envie, quand ils viennent de découvrir le patrimoine culturel. Et lorsqu'on avait fait cette opération au Diamant, on s'est bien rendu compte que les équipages de YOL avaient envie de faire partager ce qu'ils vivent sur la YOL. Donc ce sont des échanges naturels. C'est formidable qu'on puisse les mettre en œuvre. Maintenant, Caroline Caron, on regarde déjà pour dans 2 ans. Le retour de la Transat Jacques Vabre en Martinique. Vous avez beaucoup de travail d'ici là. L'engagement a été pris. On peut penser qu'effectivement, on aura les 2 prochaines éditions à Fort-de-France. Vous le confirmez? Alors, celle de 2023, absolument. Oui. Et en plus, ça sera une édition où on va fêter nos 30 ans. Donc, ça sera la 30e édition de la Transat Jacques Vabre et on se réjouit déjà de découvrir tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble. C'est vrai qu'on a attaqué les débriefs, on a attaqué, et c'était super de voir, il y a un enthousiasme commun de toutes les équipes qui travaillent, celle de Damien, de François, aussi les équipes du maire, avec Jean, et tout le monde depuis 2 jours dit « Ah mais ça, on pourrait faire mieux, ça, on pourrait faire ça en 2023, là, on n'a pas pensé à ça, mais on pourrait faire ci ». Et c'est chouette parce que je pense qu'en fait, tous déjà depuis 2 jours, on est en train de se projeter sur 2023. Avec cette volonté de faire encore mieux, de communiquer encore mieux, d'avoir encore plus de liens et d'avoir encore plus de passerelles entre Le Havre, la Martinique et puis ce qu'on peut offrir. Sur le parcours, il pourrait évoluer, bien sûr, tout le monde arrive à Fort-de-France, mais il pourrait évoluer. Tout à fait. Oui. Il y a sur une association, sur un comité d'organisation, qu'il soit à Vrai ou Martiniquais, vous avez toujours cette partie sportive, cette partie logistique, cette partie de communication, cette partie d'animation, de marketing. Et on ne s'interdit de travailler sur aucun de ces services. Et le parcours en fait partie. On se demande aussi comment est-ce qu'on peut faire mieux, comment est-ce qu'on peut expliquer encore mieux c'était le parcours le plus long, en tout cas pour les ultimes, c'était le parcours le plus long jamais pratiqué sur la Transat de ce que j'ai. Pour toutes les classes en fait. Vraiment, bon après ça c'est aussi notre positionnement. C'est la transatlantique en duo, la plus longue, la plus exigeante. Alors on s'est beaucoup fait taquiner par nos amis skippers parce qu'on recevait beaucoup de messages la nuit. On a reçu plus de 1400 vidéos cumulées de tous les skippers et qui nous disaient « Ouais, vous êtes gentils, c'est aussi la plus lente ». On dirait qu'on a éteint le ventilateur, là, il n'y a pas d'Alizé, sur le golfe de Gascogne, on dirait que c'est le mois d'août. Mais c'est vrai que c'est notre positionnement, on ne veut pas le perdre, c'est important. Tout le monde ne peut pas faire la Transat Jacques Vabre, même s'il y a vraiment une accessibilité, il faut pouvoir expliquer ceci. C'est pour ça que la YOL, et c'est ce que vous disiez très justement, c'est super important parce que les marins, ils ont envie de partager ces différents bateaux, ces différentes cultures. Et pour finir, c'est aussi une même passion de l'exploit. Quand on voit Eric Barré, je veux dire, Eric, il a envie de gagner. Quand on voit Félix Mérine, il a envie de gagner. Et ils sont tous pareils, ils ont envie de gagner avec un bateau, quel qu'il soit, sur la mer. François Baptiste, donc comme autre conclusion concernant le comité martiniquais du tourisme, on se projette déjà sur cette prochaine édition de 2023. Bon, entre-temps, vous avez le salon nautique, vous avez d'autres rendez-vous importants pour le comité? Oui, évidemment, on a pas mal de choses dans les prochaines années, mais concernant la Transat Jacques Vabre, évidemment, on se projette dans 2 ans avec
Alors, on n'a pas encore fait de débrief, hein, mais c'est vrai que c'était génial de pouvoir aller déjà pour la première fois au Havre. Parce qu'on avait vu des plans au départ, hein, donc on a dû monter des stands sans connaître vraiment le terrain. Et c'est vrai que là, on voit tout de suite ce qu'on peut faire. Vraiment, et je pense que la présidente Bénédicte Di Geronimo, elle est vraiment aussi dans cette orientation de pouvoir augmenter encore la visibilité de la Martinique au niveau du village et même aussi dans la ville du Havre. En fait, on veut apporter encore plus de couleurs donc à ce village. Avec le même Moselle, donc avec les artisans, en partenariat avec le Codérom. Voilà, exactement, et qui est voilà, peut-être plus de musique, plus de rhum, plus de couleurs, plus d'artisans. Alors, le rhum avec modération. Avec modération. Mais c'est vrai que du coup, on a tout de suite vu ce qu'on pourrait faire. Et puis évidemment, en termes de communication, c'est aussi augmenter encore toutes les actions qu'on a dans ce sens pour donner encore plus de visibilité à cette transat. Jean Trudeau, un mot de conclusion. Belle expérience. Vous qui avez déjà fait tellement de choses autour des yolles, autour de la voile en général. Oui, j'étais content d'apporter ma modeste contribution, ce que je sais de la voile, ce que je sais de la régate. Et je répète, le voileux, il redevient un terrien. Donc, dans notre organisation, il s'est agi de les accueillir sur le plan d'eau de manière la meilleure qui soit et de les accueillir à terre. Donc, je pense que quelque part, le monde martiniquais a tout lieu d'être satisfait. Satisfait de vos matelots aussi ? De vos matelots, de vos capitaines de... Oui, je suis satisfait. On est satisfait de tout le monde. Vous savez, les bénévoles, ce qui les mène, c'est comme moi, c'est la passion. Et lorsqu'on a la passion, je crois que tout peut arriver et bien arriver. Donc on a quelque part réussi. Enfin, Damien de Longueville nous dira si ça a été bien fait, mais dans l'ensemble, c'est quand même lui le président de l'association. Et lorsqu'on va faire le debrief, on va devoir se dire des petites choses. Mais je crois que d'une manière générale, au nom de la voile martiniquaise, je voulais remercier Caroline Caron d'avoir accepté que nous puissions amener cet événement en Martinique. Parce que je le répète, qu'il s'agit d'une régate avant tout. Damien de Longueville, le mot de la fin pour Martinique Transat. Bon, c'est le mot du début, enfin, c'est plutôt comme ça que je l'imagine. Le mot du début de 2023. Écoutez, on sait, on a prouvé, mais on s'est surtout prouvé à nous-mêmes qu'on avait la capacité d'accueillir un événement de cette ampleur et de l'accueillir dans des bonnes conditions. Et en effet, il va falloir maintenant qu'on se pose, hein, c'est le moment des bilans, donc on va faire ça calmement, regarder quel avenir on souhaite donner à l'organisation qu'on a mis en place, qu'est-ce que l'on souhaite faire pour cette édition 2023 et comment être plus performant qu'on ne l'a été, partager davantage, avoir davantage de monde sur l'eau, avoir davantage de visiteurs, avoir toutes ces actions qu'on a eu un peu de difficulté à mener, qu'elles soient menées. Voilà, et puis on a finalement des équipements nautiques aujourd'hui qui sont existants, qui peuvent être utilisés, et il faut aussi qu'on réfléchisse à la façon dont on souhaite les utiliser, éventuellement dans l'intérêt de Fort-de-France, par exemple. On a vu quand même une baie qui a été transformée. Oui. Merci à vous quatre. Merci Caroline Caron. On vous laisse repartir vers l'hiver européen. Merci à vous Jean-Marc, vraiment. Merci à Zita TV aussi, c'est Zitata, excusez-moi, oui, je vous en prie. de permettre que ça existe, que ça soit diffusé. C'est vraiment important. C'est un travail commun. Merci à tous et puis écoutez, rendez-vous, je pense qu'on va en reparler François et Damien avant 2023. On prend rendez-vous déjà pour 2023. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée.